Mortensen. À la glissade. Pas terre, tu vas voir si j'ai mis quelques questions sur carré. Tenez-vous. Taisez-vous. Non, Olivier, tu vas me niquer la batterie. David Douillet. Tu te calmes. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sans nom. Ouais. Le podcast tellement cultivé, tellement culturé qu'en 4 saisons, sa rubrique recommandations culturelles a comporté 36 mentions de la série BoJack Horseman, 54 mentions de la BD Titeuf et absolument 0 mention de quelconque musée ou pièce de théâtre. Ouais. Mais heureusement, avec nous aujourd'hui pour relever le niveau de culturage, ils sont la définition littérale de être en front de mer. Leurs expos parlent tellement à tout le monde, tu peux y emmener ton frère, ta cousine et ta mère. En gros, c'est le meilleur musée du terre-terre. Avec Camille et Dom, c'est le frac à qui on a affaire. Ouais. Salut. Bonjour. Bonjour le frac, ça va bien ? Très bien, merci. Ça va et vous? Ça va très bien. On vous laissera le temps de vous présenter un peu plus tard parce que à nos côtés aujourd'hui, elle est le de Éco-Lyrique. Devoir manger un burger assise par terre, ça l'irrite. Amatrice de musée, vlogueuse de Feldup et escaladeuse émérite, c'est Coralie d'Éco-Lyrique. Ouais. Ça va, Coralie d'Éco-Lyrique ? Ça tire à balles réelles ici. Hein. Et pour m'accompagner aujourd'hui en face de moi, plus de blagues en stock que de livres sur son étagère. À son grand âge, il justifie toujours son retard avec un mot d'excuse de sa mère. Et plutôt mourir que d'accepter de manger des légumes verts. C'est Félix, le bon pépère. Ouais. J'ai rigolé de ma propre intro, c'est la première fois. Je l'ai vu une fois le mot d'excuse de ma mère. C'était vraiment de la faute de ma mère. Oui. À côté de lui, pour me co-hoster également, fervent défenseur de Bob l'éponge et du film Le Transpersonnage, la règle du podcast veut qu'il ait quoi qu'il arrive le pire siège, et s'il ne baille pas une seule fois dans le micro, c'est un privilège. C'est Swan, j'ai pas de rime en age. Ouais. Ça va, Swan ? Ça va, super. Ouais. T'es contre le micro. Et pour nous présenter aujourd'hui, podcasteur, vidéaste et maintenant acteur, parle au téléphone pendant des heures, il est là pour nous mettre de bonne humeur, c'est Simon le gros kiffeur. Ouais, t'as vu, j'ai pas fait de vanne aujourd'hui. Allez, J'ai retiré la blague où je dis qu'il touchait pas les mineurs. Allez. Quand même, par contre. Et on est filmé aussi par la team Éco-Lyrique aujourd'hui. Ouais. Bertrand et son cookie. Et on se retrouve aujourd'hui pour la suite des épisodes qu'on fait avec les structures culturelles de Dunkerque. On a enregistré avec le Studio 43, on a enregistré avec les 4 écluses. Aujourd'hui, on enregistre avec le FRAC qui nous reçoit ici dans cet espace qui est un atelier, je sais pas. C'est ça, c'est atelier scolaire et atelier accueil des publics pour des actions, ateliers, vacances, ce genre de choses. Ok, et ben on est ici dans l'atelier du FRAC pour parler un peu de ce que vous faites au FRAC et puis un peu de manière générale parler de musées, d'art, d'exposition, de notre rapport à l'art et tout ça. On peut peut-être commencer avec un petit tour de table. Alors Camille et Dom, je vous laisse vous présenter et peut-être présenter aussi la structure du FRAC et après nous on parlera rapidement aussi de notre rapport à l'art et aussi à cette structure-là vu qu'on est de Dunkerque et qu'on connaît bien le FRAC. Voilà, donc je vous laisse commencer. Qui de vous deux veut commencer ? Je vais commencer. Donc, Dominique Potvin, je suis chargé de médiation ici au FRAC depuis 2013, depuis l'ouverture en somme. Donc, le FRAC, c'est un fonds régional art contemporain. Ont été créés en, que je ne dise pas de bêtises, Camille et moi. 82, merci beaucoup. Et en fait, le but des FRAC, c'était de rendre l'art accessible à tous. Savoir que le FRAC alors n'est pas considéré comme un musée, c'est vraiment un fonds, un lieu pour accueillir des œuvres d'art. Et le but d'un FRAC, c'était pas de pouvoir le visiter, mais de pouvoir prêter des œuvres. Par la suite, on a pris un peu le fonctionnement d'un musée sans être véritablement un musée. Voilà. Ouais, c'est vrai que la vraie distinction avec un musée, c'est que nous, on a cet ADN de diffusion. Et à l'origine, on a C'était 22... une des questions. Ah, pardon. Non, vas-y. Parce qu'à l'origine, anticipe, on n'a pas de lieu d'exposition des FRAC. Il y en a 22 en France. Et à l'origine, c'est vraiment des collections itinérantes. En fait, on est vraiment nomades. Et c'est vraiment ce qui va nous différencier d'un musée. Et on n'a pas vraiment d'exposition permanente. Tout change un peu tout le temps. Voilà. Et le but, c'était, dans les années 80, effectivement, de sortir l'art contemporain et la culture de Paris. Et donc de venir créer comme ça des petits pôles en région de collections d'art actuel. Voilà.
D'accord. Et moi, au passage, je suis Camille, du coup, chargée de médiation ici au Vrac. Vous êtes donc tous les deux chargés de médiation. Tous les deux chargés de ouais. médiation. Ouais. C'est en quelques mots, c'est quoi vos missions principales en tant que chargés et eux de médiation? Chargé de médiation, c'est l'accueil du public, la présence en salle, renseigner les visiteurs sur les expos du moment, faire des visites guidées et travailler également sur des ateliers. Alors moi, je suis plus en charge des publics en situation de handicap. Voilà. D'accord. Ouais, moi, j'explique souvent la médiation comme un métier d'intermédiaire entre les œuvres et le public. Donc, ouais, ça va vraiment être d'expliquer, de sensibiliser à cet art contemporain qui n'est pas toujours très fastoche à comprendre. Et effectivement, on accueille les visiteurs, soit individuels, soit en groupe. Et on peut aussi monter des projets. Moi, par exemple, je suis référente d'un programme qui s'appelle le Labo Art Média. Coralie pourra nous en parler aussi. Mais voilà, qui est en fait un programme d'éducation aux médias et à l'information et faire le lien entre les médias et les arts. Voilà, donc tous les mercredis après-midi, on accueille des jeunes de 15 à 25 ans pour voilà, c'est comme ça des projets. Et Alice, qui n'est pas avec nous mais qui est notre homologue en tant que chargée de médiation, elle s'occupe des scolaires. Donc c'est vraiment faire le lien entre tous les publics et les œuvres d'art. Voilà, D'accord. grosso modo. Et bah ça tombe bien que tu parles du Labo Art Média parce qu'on a Coco des Collyriques avec nous. Depuis début 2024, on propose des petites expositions sur des thèmes divers et variés. En ce moment, du coup, c'est les communs. Et du coup, juste ici, on est dans la salle où on travaille principalement. Et il n'y a pas longtemps, du coup, on travaillait avec l'ULCO et l'ESA. Donc maintenant, ce sera surtout avec l'ESA. Mais du coup, on a pu aussi travailler avec des étudiants de l'ULCO. Et ces petites séances, c'est l'occasion aussi de travailler avec des professionnels, donc journalistes ou artistes, parce que si c'est la chance qu'on a de travailler dans l'art contemporain, c'est que la plupart des artistes qu'on expose et qu'on collectionne sont encore en vie. Donc, c'est l'occasion inédite de les avoir avec nous. Donc là, cette année, on a pu travailler avec une journaliste, Virginie Wojtowski, et du premier coup. Wow. Merci. Et Céline Aon, qui est artiste qu'on a dans la collection aussi, qui est venue intervenir et qui nous a fait ses pancartes. On voit un petit peu derrière. Ouais. Voilà. Merci pour ces présentations. Et vous, mes chers co-hosts, quel est votre rapport à cette structure qui est le FRAC, vous qui êtes sur le territoire dunkerquois depuis longtemps? Et c'est une structure qui est assez connue sur le territoire pour le coup. C'est que, j'ai une sorte d'affect pour quand même. En tout cas, cette structure-là est là depuis 2013, il me semble. Ce qui fait que ça fait depuis 2013 que je viens quasiment tous les ans, que ce soit pour les nouvelles collections, les nouvelles expos, etc. J'ai jamais vraiment participé à des ateliers, mais mais c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant et qui met bien en avant quand même le territoire. Et puis c'est l'occasion aussi de proposer des artistes locaux, mais pas que. Enfin, de toute façon, c'est l'émission du FRAC aussi. Et donc voilà, moi j'aime bien à la fois le bâtiment, j'aime bien les missions qui sont, les actions et les missions qui y sont proposées. Et c'est ce que je trouve cool ici, quoi. Surtout le bâtiment que j'aime bien, ce côté un peu industriel, avec vue sur la mer, etc. Le FRAC grand large. C'est vrai qu'on a de la chance. Ouais. Oui. Qui n'est pas filmé, mais moi je le vois. On est plus à ça près. Et toi, Félix? Ouais. Moi je suis venu quelques fois. Voilà, comme j'en ai parlé en arrivant, j'ai eu un premier avis assez mitigé avec un miroir plein de sperme. Mais c'est un sujet ici, le miroir de sperme. Non, j'ai un rapport à l'art assez pas compliqué, mais en gros, moi j'ai mon grand frère qui a fait des études d'art, donc arrêtez de croire que mon grand frère n'existe pas. On l'a jamais vu, personne l'a jamais vu. Mon grand frère a fait des études d'art, donc Bah toi aussi. J'ai fait culture moi. Oui, mais rien. Oui, enfin j'ai vu l'histoire de l'art. J'ai pas écouté. Je pense que c'est le bon moment d'en discuter. C'est intéressant parce qu'on a la même licence tous les deux et du coup on a été formés un peu à ça. On n'entend rien. On a appris, on a eu des cours justement sur l'histoire de l'art et la philosophie de l'art, l'histoire de la culture, etc. Ouais. Voilà. Moi, j'ai pas écouté, mais parce que c'était 2 heures d'amphi, c'était interminable et j'étais en dernier truc et je jouais à Doodle Jump en même temps. Non, rapport à l'art assez compliqué dans le sens où. Il y a 2 secondes, c'était hyper facile. Mais non, pas hyper facile. Assez compliqué dans le sens où j'ai un frère qui s'intéressait pas mal à l'art et donc j'ai visité des musées avec lui. J'ai vu pas mal de trucs, mais j'avais du mal à le comprendre, et notamment l'art contemporain. Donc c'est pour ça que quand je suis venu le peu de fois au FRAC, j'étais en mode
pas ma cam. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé les musées d'art contemporain de manière générale que j'ai pu faire. Voilà, je suis en mode distract aujourd'hui, je vous dis. Non, mais c'est ton opinion. Ils ont changé de médiation, donc Ils vont le faire changer d'avis. Moi, à la fin, je donnerai mon avis. Et peut-être que j'aurai changé d'avis d'ici là. Et sinon, ça sera. Non, raté puis nous, pour on a rien à vendre en soi. Enfin, on est là pour ouvrir une discussion et échanger, mais on n'est pas des galeristes et la collection, on la vend pas, donc on n'est pas là pour vous convaincre Je suis pas là pour d'aimer. changer d'avis. Et même nous, il y a des œuvres d'art contemporain ou même de la collection qu'on n'aime comme on pas en parlait du en tout, bas, mais c'est- ouais. Ouais. Oui, on Bah, pourra c'est reparler justement, de en ce fait, miroir. C'est justement. On ce peut genre de rebondir truc. sur ce miroir. C'est vrai que c'était l'une des œuvres un peu, on va dire, problématiques ou alors qui a pu intriguer les publics, parce que c'est une œuvre qui a été présentée lors de l'ouverture en 2013. Ouais. Donc autant dire que voilà, elle a quand même fait beaucoup parler. C'était peut-être pas l'œuvre la plus évidente lors d'une ouverture de structure artistique, mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup parler. Bon, après le sens de l'œuvre, voilà, on peut aussi y mettre des nuances et des explications dessus. Mais Moi, j'ai pas fait 1000 recherches. Je l'ai jamais Alors, vu en vrai, donc je pour sais expliquer- pas. Moi, j'ai vu le making of. Pour expliquer peut-être, Ouais. parce qu'on n'a pas explicité Ouais. ce que c'était l'œuvre. Est-ce que quelqu'un veut un peu Est-ce qu'on expliquer fait avec du des- name dropping ou pas Bah, on peut, On vous peut. pouvez, Allez, vous donc c'est une pouvez. œuvre de. Tu me corriges, hein, Dominique, si Tout à fait. c'est faux, mais c'est une œuvre de Philippe Mest qui, du coup, On embrasse a nos écoutes. éjaculé sur un miroir. Voilà. Fin de l'œuvre. Je sais pas si c'est fin de l'œuvre. Je laisse la parole à Dominique qui a peut-être dû oui, la on est présenter un peu en aussi dans 2013. cette idée de provocation, l'idée de se refléter à travers un miroir. Voilà, il travaille beaucoup autour de cette idée de culture. Il a fait la même chose, alors sans vouloir forcément le cataloguer là-dedans, mais la même chose sur des catalogues féminins où il y a des éjaculations sur des photos de mannequins. Mais il faut pas non plus. Forcément, c'est une œuvre. On va retenir ça parce que forcément. Ça revient quand même beaucoup dans son œuvre, parce que ce que on se redisait en arrivant, c'est qu'une œuvre qu'on n'a pas nous au FRAC, mais qu'il a réalisée, c'est quand même un cube d'1 tonne de sperme, non pas que du sien, Ah non, ça, c'est bon, ça, mais c'est de. bon. Il a demandé à C'est des confinement, hommes Non, de. c'est pas une tonne. Je crois que c'est 1 mètre cube. Non, je te jure que Ah, c'est. une tonne, ouais. Une tonne, ça fait C'est un immense. Mais, à vérifier, mais effectivement, il a demandé qu'on lui donne à des donneurs de sperme pour qu'ils Mais puissent voilà, remplir faut son cube. Je pense qu'il faut pas non plus rester focalisé. Non, mais c'est vrai que ça pose des la questions. collection, la collection du FRAC est quand même. Bien sûr, beaucoup ça ne plus riche reflète pas la collection. Voilà, Fin c'est ça. d'épisode. Mais en tout cas, ça vient poser cette question de qu'est-ce que Tout à l'art fait, contemporain tout à fait. et de comment on définit l'art. Effectivement, on n'est plus dans une recherche forcément de beau ou de quelque chose de difficile à réaliser. Voilà, mais dans quelque chose effectivement qui peut être plus de l'ordre du concept et effectivement de la réflexion qu'on a menée avant même la réalisation d'une œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire de la société et qu'est-ce que cette œuvre nous amène à penser et quelle discussion elle ouvre chez nous, quoi. Donc voilà, donc c'est effectivement l'art contemporain et cette œuvre notamment vient vraiment questionner notre définition de l'art et les limites qu'on peut se mettre. Moi, par exemple, je parle en mon nom et pas en celui du FRAC, mais moi, c'est effectivement une œuvre qui est peut-être ma limite, moi, dans la réalisation artistique. J'ai effectivement du mal à la comprendre et je trouve que provoquer pour provoquer, mais je la connais pas extrêmement bien. Mais effectivement, c'est une œuvre qui est compliquée à percevoir. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai du mal avec cette œuvre. On peut se poser la question des gens qui viennent pour une première fois au FRAC qui ouvre en 2013, quoi. Et J'avais 13 ans. c'est marrant parce qu'on on avait déjà un peu ça avec le Studio 43, on avait un peu cette division cinéma classique, cinéma d'art et d'essai. Sur les 4 écluses, pareil, c'est des scènes un peu plus spécifiques, encore que la limite est moins marquée. Mais c'est vrai qu'ici, du coup, on pourrait se dire que l'art contemporain, c'est aussi un peu quelque chose qui peut se différencier. Après, il y a beaucoup de formes d'art, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas du tout expert dedans. Mais est-ce que vous qui travaillez dedans, et même vous qui êtes plus extérieur, l'art contemporain, ça a des fois un peu une forme de snobisme culturel, moins accessible, et en quoi vous, votre mission, c'est de le rendre accessible? Comment vous pouvez faire ça, quoi? Forcément, dès qu'on parle à contemporain, on sort des représentations classiques. On n'est pas dans une compréhension directe, ou voire même une esthétique compréhensible d'emblée. Mais voilà, l'idée, c'est aussi parfois d'aller au-delà de ce qu'on voit. Et d'ailleurs, une œuvre peut vous provoquer tout d'abord et avoir une sensation de rejet face à une œuvre. Et finalement, avec le recul, avec l'idée de compréhension, mieux rentrer. Alors, pas forcément adhérer aux propos de l'artiste, mais essayer de comprendre la démarche. Et déjà, ne serait
serait-ce que d'essayer de comprendre la démarche, c'est déjà un premier pas, une première compréhension de l'art contemporain, ce que disait Camille, sortir de cette représentation classique et essayer de comprendre. Ouais, Alors quand on s'intéresse à un artiste, on achète une œuvre certes, mais on va essayer de s'intéresser à ce qu'il a fait dès le départ. C'est ce qui l'a mené à une œuvre. Un artiste se lève pas le matin en disant tiens, je vais faire ça. Il y a toute une démarche derrière. Et c'est vrai que parfois il faut essayer de voir ce qu'il a fait d'autre à côté, ce petit pas d'à côté qui va nous permettre de mieux comprendre l'œuvre. Et c'est là que votre métier est important, du coup. C'est ça, on est là pour... parfois, c'est pas simple. Non. Comme disait Camille, parfois, il y a des œuvres qui, nous, même de notre côté, sont un petit peu plus difficilement gérables ou compréhensibles. Mais tout l'intérêt, c'est d'essayer d'au moins d'avoir cette petite ouverture sur la compréhension de l'œuvre. Mais effectivement, je pense que l'art contemporain, et je ne sais pas si on peut parler d'élitiste, mais en tout cas, il est effectivement plus difficile à comprendre dans le sens où il est tout récent et qu'on n'a pas de recul sur ça. Donc la définition a changé. Nous, on a des remarques qu'on entend chaque jour, quoi. Moi aussi, je peux le faire. Combien ça a coûté? Ça, c'est nos impôts. Donc effectivement, on n'a pas encore beaucoup de recul sur cet art-là, et c'est là qu'on est peut-être, je dirais pas essentiel, mais voilà, qu'on sert un peu à quelque chose, nous, chargés de médiation. Et là où il y a une différence, là où l'art contemporain peut être élitiste, c'est qu'il y a deux mondes, moi, je dirais, de l'art contemporain. Il y a le monde institutionnel, celui des musées, qui vise à toucher un petit peu tout le monde. Et puis, il y a le marché de l'art, celui où on met en vente des œuvres d'art, qui, là, effectivement, va venir toucher un public complètement différent et répondre à des lois d'offres et de demandes un peu étonnantes parfois, et qui effectivement, et c'est le marché de l'art, et c'est cet univers-là qui est souvent le plus médiatisé. Et donc c'est l'image qu'ont les gens de l'art contemporain, c'est souvent ces œuvres très très chères, souvent monumentales, impressionnantes. Je pense à Jeff Koons aussi, un artiste que beaucoup connaissent. Enfin, voilà, c'est souvent cette image-là qu'on a de l'art contemporain, où les œuvres qui vont faire parler Maurizio Cattelan et sa banane scotchée au mur. C'est souvent de ça qu'on parle, et ça c'est vraiment des œuvres qui sont issues du milieu du marché de l'art et qui sont un petit peu waouh. Aujourd'hui, dans l'art contemporain, je crois qu'il y a 5% des artistes qui vivent vraiment ce métier-là. Et c'est souvent pas les artistes qu'on va retrouver, nous, dans les vracs. Donc, effectivement, il y a deux mondes. Il y a ce monde du marché de l'art qui est un petit peu... qui évince toute une partie. Et puis, il y a les musées, les fracs qui œuvrent à ce que ça puisse être un peu plus compréhensible. Voilà. Puis il y a des œuvres aussi qui sont un peu le reflet de leur époque, et c'est aussi tout l'intérêt du FRAC, c'est d'acheter des œuvres et d'acquérir des œuvres qui sont en phase avec la société. Alors on adhère ou on n'adhère pas avec certaines œuvres. Ce qui différencie aussi un FRAC d'une structure, c'est que nous, on a une collection publique et que la collection est inaliénable. C'est-à-dire qu'une fois que les œuvres sont achetées par le FRAC, on n'a pas ce rapport, comme pouvait évoquer Camille, de rapport d'œuvres, d'avoir un nom et de se targuer comme parfois ça peut arriver dans certaines collections privées. Là, on est dans une collection publique et l'idée, c'est d'acquérir ces œuvres et de les garder comme ça indéfiniment dans la collection. Ok, et toi, Coralie, du coup, qui a quand même un pied aussi un peu dedans, qu'est-ce que tu as comme rapport avec cet art contemporain? Est-ce que c'est plus quelque chose d'accessible ou ça te paraît plus compliqué d'accès? Alors j'ai un peu l'impression que ça dépend, parce que personnellement j'ai fait des études d'art, donc j'ai fait une licence et j'étais assez bien dans ce domaine d'art contemporain. Sauf que c'est dès que je suis rentrée en master et que j'ai vu des œuvres vraiment très, comme on va dire le miroir, quoi, comme ça. C'est notre référence. J'ai commencé à voir la limite. C'est que quand même ils ont commencé fort avec cette œuvre-là. Mais oui, c'est ce genre de choses-là, c'est un peu ma limite, quoi. Je suis plus. Alors à la base, j'étais surtout, c'est vrai, beaucoup dans l'art contemporain de se dire il y a plutôt un message plutôt qu'un esthétique. Mais j'ai l'impression que des fois ça dépend. Je me dis des fois il faut quand même un peu de visuel, parce que quand c'est juste une idée et qu'il n'y a rien devant, des fois je suis un peu en mode c'est pas forcément accessible à tout le monde finalement. Ça dépend en fait vraiment. T'as des œuvres, j'ai plus exactement le nom, mais on en parlait tout à l'heure. Une œuvre avec une laitue qui je sais pas, dès qu'elle périme, il change la laitue pour que la pierre elle mange la laitue. Je sais plus c'est quoi l'histoire. j'ai plus le truc. Mais c'est là que la médiation est importante aussi, je pense, parce que nous récemment on est allé à Cologne et on a fait un musée d'art moderne à Cologne. Et il y avait un petit livret pour expliquer les œuvres, mais il y a certaines œuvres on comprenait rien du tout, déjà c'était en anglais, et puis en fait on n'avait pas une personne pour nous l'expliquer derrière. Et à un moment on est passé dans une salle où il y a une dame qui est venue vous accoster pour vous expliquer les œuvres, et du coup ça prenait plus de sens d'avoir l'explication derrière.
même comme ça. This room Ah ouais, has ça dépend. phénoménal acoustique. Ah ouais. Non, mais en plus, en fait, le musée, je me souviens plus comment il s'appelle, c'était Columbia, je crois. Ouais. Columbia. Columbine. Mais le musée était hyper particulier parce que ça mélangeait à la fois une sorte de reconstitution architecturale d'une ancienne église. Tu avais une pièce où c'était à la fois de l'art contemporain avec des trucs préconstruits, etc. Enfin, vraiment des idées, des concepts. Et en même temps, une pièce avec de l'art plus classique, avec des sculptures du Moyen-Âge, tu vois, ce genre de trucs. Et en fait, c'était un peu un melting pot de tous les trucs en même temps. Ce qui fait que déjà, quand l'art contemporain, c'est assez difficile à aborder pour certaines personnes quand tu n'y es pas sensibilisé à la base. Là, tu avais un peu tout qui était mélangé. Donc moi, je trouvais que c'était trop nul, en fait. Enfin, c'était vraiment... Tout ça là. Ouais, non, vraiment, Il l'a dit. c'était pas Il a vraiment osé. c'était pas vraiment une super expérience. Et puis après, oui, effectivement... c'était enfin on est dans un autre pays, du coup la médiation est différente Ouais. parce que là du coup il parlait allemand, mais bon il parle anglais, etc. Mais du coup t'abordes pas non plus même les différences culturelles, etc. Ouais. C'est pas les mêmes, tu vois, et voilà. Mais moi, je comprends qu'on puisse dire que l'art contemporain, on n'y comprend rien. Mais en vrai, l'art classique, je suis pas sûre qu'on y comprenne beaucoup plus si on n'a pas fait d'études d'histoire de l'art. Je veux dire, quand on vient au Louvre, au département des peintures renaissantes italiennes, sauf si vous connaissez très bien votre Bible, vous comprenez, enfin, vous voyez un ange et des arbres et des petits monsieur en toge et on se dit cool. Mais on comprend pas forcément plus ce qui est dépeint là, est-ce que ce tableau il dit, mais juste on est à l'aise parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses, mais on comprend pas forcément mieux sans quelqu'un qui nous explique, quoi. Ça, c'est une question d'esthétique, comme Coralie Mais disait c'est tout à l'heure. plus, Tu vois, c'est à partir du moment où c'est c'est ce que esthétique, il j'allais n'y a pas dire, forcément besoin d'avoir un message. Enfin, en tout cas, pour le public, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un message derrière, du moment que c'est beau. Tu vois. Ouais. T'as volé les mots de ma bouche. Hein. Bah, tu peux le dire d'une autre manière. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais Ouais. waouh, t'es trop mon pote. Mais là, c'est Embrasse-le. complètement culturel parce qu'à l'époque, ces peintures-là, elles n'étaient pas faites pour finir dans un musée et plaire. C'était vraiment des messages. C'était Ah oui. des récits, quoi. C'était des récits. Ça venait orner les églises pour. Enfin, voilà, c'était. Mais après, c'est des choses que nous, on est amené à voir en études. Enfin, moi qui n'ai pas fait d'études dans l'art, mais qui ai fait les études de base, enfin, c'est des œuvres que j'ai pu voir au collège ou au lycée. Au lycée, tu as Histoire de l'art aussi. Et c'est des œuvres qui vont plus parler, je pense. Enfin, pour moi, un tableau de la Renaissance, tu peux reconnaître ce qu'il y a dedans, même si tu connais pas ta Bible par cœur, tu peux un peu reconnaître des choses. Alors que si j'arrive devant une banane scotchée dans un musée et que j'ai pas d'explication derrière, Oui, puis il y a la compétence technique aussi. Forcément, on va s'arrêter sur une peinture parce qu'elle est bien exécutée, la peinture est jolie. On est sur un savoir-faire, alors que dans l'art contemporain, on n'est pas forcément sur une technique. On peut être sur un concept, sur une idée. Les artistes vont pas forcément des fois concevoir une œuvre de A à Z, faire participer des artisans ou des personnes pour une conception. Donc là, on n'est plus dans la même réalité, mais je dirais, est-ce que ça a encore l'intérêt de réaliser encore des peintures comme on faisait au 16e, 17e siècle maintenant, si ce n'est le côté technique qui... moi, je suis le premier aussi à apprécier ces peintures, mais on n'est plus dans cette idée-là. Et comme je disais tout à l'heure, les œuvres évoluent avec leur société, et forcément, les conceptions de voir les œuvres et de concevoir les œuvres sont complètement différentes. Non, puis moi, c'est ce que je dis, c'est très facile à dire, mais c'est ce que je dis aussi aux plus jeunes qui viennent faire des visites chez nous, c'est que, en fait, pour le coup, si, vous avez plein d'éléments de compréhension et de référence des œuvres d'art contemporain, parce que justement, c'est des artistes qui vivent dans la même époque que nous. Ouais. Et donc, des fois, on se sent, justement, on est dans un musée ou on est dans un FRAC, un grand lieu comme ça qui nous impressionne, et on n'ose pas lire les œuvres avec nos références. Mais souvent, nos références, c'est aussi celles des artistes qui ont vu les mêmes films, les mêmes séries que nous. Et pour le coup, moi, je pense aussi que quand une œuvre, et ça c'est aussi notre métier, je pense, non seulement de dire ce que l'artiste a voulu dire avec son œuvre, mais aussi d'apprendre les publics à regarder et à se faire confiance dans leur interprétation des œuvres. On se dit qu'aujourd'hui, on a acheté des œuvres, on peut très bien ne pas aimer. Ouais. Et puis on a acheté des œuvres aujourd'hui, elles appartiennent, enfin, le sens appartient encore à l'artiste, à ce qu'il a voulu dire, mais elle appartient aussi au public qui la voit. Et est-ce que c'est grave si le public il interprète une œuvre différemment de ce que l'artiste a voulu dire? Je pense pas. Donc notre métier, c'est aussi d'apprendre aux gens à se faire confiance et à écouter leur intuition et de se dire bon, cette banane au mur, qu'est-ce que ça m'évoque? Peut-être rien, peut-être que ça me fait rire. Et même finalement, ce miroir, on en revient, mais effectivement, il est où ce miroir? Il est où? Dans les réserves. Il est où ce Je vais vous miroir? le chercher. Et on l'accueille sur le plateau.
Mais on rajoute une couche. Non, voilà. Non, mais pour le coup, l'artiste, il a bien réussi son truc. C'est que on en parle aujourd'hui. Et, est-ce que l'art, ça a une vocation à nous plaire ou est-ce que ça a une vocation à nous faire discuter, échanger, provoquer des émotions Voilà, donc je pense que bravo Philippe, il a quand même réussi un truc. Elle a réussi son Bah, il nous fait parler au final de son œuvre aujourd'hui. Voilà. Et toi, Félix, On lui enverra le podcast. on reviendra après un peu sur l'aspect médiation, mais toi, Félix, du coup, t'en penses quoi de cette lecture d'œuvre? Est-ce que t'arrives des fois à avoir une lecture de l'art moderne comme ça, ou pour toi, c'est du snobisme un peu? Non, je rigole. Non, bah, parce que, du coup, avec le temps, j'ai essayé de m'ouvrir un peu à ça et à comprendre. Et pareil, je suis très porté sur le visuel et moins sur le message. Peut-être pour ça que j'apprécie beaucoup plus des œuvres moins contemporaines. Mais j'arrive à retrouver quand même certaines œuvres tu vois, qui arrivent à me parler parce que je me fais mon propre sens aussi sur la chose et tout. Mais ouais, vu que je suis fort porté sur le visuel, c'est vrai que bah, tu te retrouves face à un. Je me souviens que j'avais fait le Centre Pompidou et je me suis retrouvé devant un monochrome blanc et je me suis dit, bah, juste. Robert Ayman. C'est une toile, quoi. Quand est-ce qu'il vient terminer le truc, quoi, genre. Donc, bah, forcément, moi, je pense moins à ça. Je me dis, je ne mettrai pas ça dans une pièce parce que bah, c'est un mur. Mais il y a des œuvres contemporaines que je trouve cool. Et il y a des artistes, pour remettre aussi un peu L'église au milieu du bien village. sûr, bien sûr. Oh Il y a Podcast des sur les artistes. expressions françaises. Dans les églises. Non, il y a des artistes d'art contemporain qui travaillent le visuel. Ouais, bah oui. Il n'y a pas justement. que des artistes conceptuels. On a aussi beaucoup d'artistes qui essayent de faire du beau et qui y arrivent très bien. Mais Et justement, moi, je me retrouve plus dans l'art contemporain avec cet aspect visuel-là. Ouais. Et derrière cet aspect visuel, j'arrive à rentrer, j'arrive à accrocher, ça m'accroche l'œil. Et donc, j'essaye de me faire un avis sur la chose, je m'intéresse sur la chose aussi. Mais voilà, mais je sais que là, il y a bientôt 2 ans, j'avais fait le MoMA à New York. Et c'était une expérience. Vous n'avez pas aimé, hein? J'ai une Ah ouais vidéo de ma copine en plein milieu d'une expo qui résume l'entièreté du musée pour nous. je veux savoir. C'est genre, C'est quelle on arrive dans une salle et il y a genre juste d'énormes cubes rouillés, empilés. Bah, c'était les stocks, ça vous êtes trompé, c'était la Non, cantine, mais- je crois. je montrerai la vidéo. Et vraiment, je filme le truc parce que je voulais faire un récap vidéo de notre voyage et elle me regarde comme ça. On nous avait vendu du rêve, ouais, le MoMA, vous allez voir, musée de fou. Et Ouais. le dernier étage était intéressant, mais la collection d'art contemporain, pour le coup, Ça t'a pas parlé. pas ça du vous tout. a Tu pas vois, parlé. alors que les arts, il y avait tout un étage sur des arts d'autres pays, d'autres ethnies et tout, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Mais là, ouais, je me suis retrouvé face à des monochromes. Il y a peut-être une œuvre de Yves Klein qui m'a parlé parce que j'avais la ref, mais à part ça, je lisais les trucs et j'étais en mode, c'est pas pour moi. Mais encore une fois, quand il y a une œuvre qui attire. Putain, Yves Klein là, Faites un plan. à poil dans du bleu, c'est bon. C'est le nouveau titre. D'ailleurs, on est en collaboration avec sa famille. On renomme ses œuvres à poil dans du bleu. Et non, mais voilà. En fait, il y a des trucs quand il y a de la couleur, ça m'attire. Et après, j'arrive peut-être à rentrer dans l'univers, mais voilà, les Après, monochromes et tout. ça dépend ce que tu recherches aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui font un peu le... D'oublier mes problèmes. Non, mais par exemple, il y a des gens par rapport à l'art un peu moins contemporain qui viennent rechercher plus de la contemplation. Ouais. L'idée de un peu se plonger juste dans l'esthétique. Et plutôt, l'art contemporain, c'est vraiment porter un message. C'est peut-être là que les gens se perdent au final, au bout d'un moment. C'est peut-être pour ça que le frac, les choses comme ça, peut-être que ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est censé parler à un maximum de monde parce que c'est censé être un peu universel. Mais c'est vrai que si vraiment tu cherches que quelque chose de visuel, bah, l'art contemporain, c'est pas que du visuel, c'est à la fois un message, pas forcément un visuel très ancré, quoi. Après, c'est pas tant forcément visuel, il y a aussi, tu sais, moi, l'aspect énorme ou gigantesque de certaines œuvres me parle aussi, tu vois, genre, juste en face, au voisin, cette colonne d'encre, bon, voilà, c'est cool, je me dis, putain, le gars, il s'est quand même fait chier à entasser énormément d'encre. Ouais. Faut le faire. Hein. Quand j'étais venu en 2013 aussi à l'ouverture, il y avait toute une salle peint en bleu. Juste derrière la Ouais, Tifa c'était HH, celle-là, ouais, ouais. c'est ça, ouais. Et j'étais en mode. Ça t'a Ils se sont impressionné? tapés une déterre à peindre
tout ce mur Et gigantesque. du coup, ça t'a Mais c'est parlé. le gigantisme de la chose qui me parlait. Tu vois. Alors que, Ouais, j'adore. alors depuis- que un petit mur bleu, ça te saoule par contre. Bah, Un je mur me dis bleu, ça. mur Il y bleu, avait ouais. trois pans de mur Meuf bleu, à c'est poil ça. dans le Et bleu, c'était- non. Le mur, oui. Regarde la taille de la salle à tes côté propres et va le peindre en incohérences. bleu, mon pote. Tu vas voir le temps que ça te prend. Moi, je me suis dit, ils ont dû Avec un ramener bâton des échelles, télescopique, ouais, je et pense, attends. Et ce Le qui est stock de assez peinture. rigolo, c'est que cette œuvre, en plus, on est en plein dans le concept artistique, puisque c'est une œuvre à protocole. C'est-à-dire, on a acheté le droit à l'artiste de reproduire cette œuvre, et c'est pas l'artiste qui a fait l'œuvre ici au FRAC, c'est l'équipe technique qui, en fait, a collé ces papiers. Alors, c'est du papier renéotypie, je sais pas si vous connaissez le principe. Moi, je suis On plus est à ancien. Saint-Maclou maintenant, Mais là. encore. C'est du papier Stéréotype. carbone qu'on utilisait Ok, dans les années ouais. 70 avec des rouleaux alcool qui permettaient de D'où dupliquer l'odeur des tracts, de c'est fou ça. qu'il y avait dans la salle. Et donc, il fallait, donc, dans le protocole, coller ces 3 pans de mur de papier renéotypie, de pulvériser de l'essence de térébenthine, de l'alcool à brûler sur le mur pour décolorer le papier qui coule à même le sol. C'était alchimiste. Et, J'étais juste défoncé, j'étais et- pas en extase, j'étais juste en train de mourir dans la salle. Et le sens de l'œuvre, c'est que l'œuvre, en fait, s'inspire d'une citation de Yasser Arafat, oui, monsieur a des lettres, disant que derrière chaque grand tract politique, il y a devant chaque cause politique, pardon, il y a un tract derrière. Et donc l'idée qu'il n'y ait aucune absence de tract, de mots, voilà, ça voulait dire que parfois le public a du mal à s'engager pour des grandes causes politiques. Donc là, on est concrètement dans une œuvre à protocole et à concept. Donc tu vois comme quoi J'avais pas compris voilà. comme ça. Donc tu t'es arrêté sur le côté esthétique. Sur le Mais côté ça bleu. marche aussi Il de y a un s'arrêter mur sur le bleu côté et ça esthétique. pue, j'adore. Bah, ça marche. Un hôpital. C'est une façon de la lire, quoi. Bah, Oui. C'est vrai que quand on rentre dans ce genre de pièce, on sait que ça délivre un message, mais le problème c'est que je vois un mur bleu, je pense pas à la politique en Ouais, fait. si on a personne pour Bah, l'expliquer. c'est pour ça que Voilà, la c'est médiation ça. est là, quoi. Et voilà. Et d'ailleurs, Alors en parlant de que- médiation, je repose mes questions. Ouais. Et Il qui est trop rebondit, fort. on dirait un Vas-y, ballon vas-y. sauteur. En parlant de médiation, bah super. Non. Vous parliez tout à l'heure de rendre accessible l'art et notamment aux publics les plus jeunes. Vous recevez des jeunes publics ici et tu le disais tout à l'heure aussi des publics en situation de handicap. Enfin, vous recevez tout type de public. Comment vous, à travers votre métier et même vos valeurs personnelles, vous rendez accessible un art qui peut paraître du coup un peu inaccessible à des publics plus jeunes qui potentiellement sont pas venus de leur propre chef. Enfin, moi, la seule fois que je suis venu ici, c'était avec les cours parce qu'il fallait venir avec les cours. Ou des publics qui sont pas du tout sensibles à ça. Comment vous avez essayé de faire en sorte qu'ils repartent quand même avec un peu plus de choses que quand ils sont arrivés? Je sais pas, tu l'as déjà fait, toi, Dominique, ou pas? Ou tu veux que j'en parle? Ça jette Je la peux balle, évoquer hop. une visite J'ai lancé sensorielle qui était à destination justement de ces publics-là, en travaillant sur des pas des œuvres olfactives, mais travailler justement sur les sens, c'est-à-dire déporter l'œuvre sur le toucher, l'olfactif, le C'est ça. sensoriel, On la va jouer musique. sur tous les sens qu'ils ont. Voilà, on essaie de faire comprendre l'œuvre à travers d'autres sens. Voilà. Sachant que ces sens-là sont très très développés chez eux plus que chez nous, et donc du coup ça crée vraiment des échanges qui sont intéressants. Et comme on le disait, le but des œuvres d'art, c'est d'être un sujet, un prétexte à la discussion et à l'échange. Et c'est souvent des personnes aussi qui peuvent être un peu isolées ou qui peinent à rencontrer des personnes qui sont pas dans le, dans le système du soin. Enfin voilà, Ouais. c'est aussi l'occasion d'être ensemble et de venir discuter. Donc effectivement, on va venir jouer sur tous les autres sens, essayer d'être aussi beaucoup dans l'audio-description. On va vraiment commencer par nous essayer de leur décrire l'œuvre le plus précisément que possible, et ensuite leur donner accès à ce qu'ils ont, c'est-à-dire le toucher, faire passer par quelque chose de très narratif où effectivement on va pouvoir raconter une histoire et ramener une odeur, essayer effectivement de venir comme ça créer. Tu parlais d'expérience tout à l'heure, c'est ça en fait, une expérience qui sera forcément différente de celle d'un public valide, mais qui sera peut-être parfois, je l'espère, tout aussi intéressante. Et parfois, on se rend même compte qu'on va plus loin, justement, en travers des autres sens. On fait notamment des visites pour les publics sourds en langue des signes. Et en fait, je me suis rendu compte au tout début où j'ai réalisé ces visites, donc je suis accompagné d'une traductrice, que le fait de faire une visite où je prends le temps, je pense pas à porter la voix, je dis plus de choses parce que les idées viennent davantage et ce sont des publics qui sont hyper curieux, beaucoup sur la demande, et j'adore ce type de visite parce qu'on se rend compte qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les explications d'œuvres. Et que nous, on les relie aussi complètement différemment, en fait.
Mais comme avec les enfants, qui eux voient par exemple des choses que nous on voit plus du tout et qui ont pas cette barrière qu'ont les adultes de je comprends pas, donc ou je vais être idiot si je pose cette question. Eux ils ont pas ça. Et donc nous, c'est un peu démagogique ce que je veux dire, mais c'est une grande chance de les avoir. Et moi je dis toujours le public c'est mon meilleur ami quoi, moi dans mon métier. Parce que quand je vais oublier de dire un truc ou je vais plus savoir trop où aller, c'est toujours ce moment où les personnes vont poser la bonne question au bon moment et parfois nous inviter à nous avoir un autre regard sur eux. Ouais, finalement, c'est un échange, c'est pas un cours magistral de fac. Et finalement, en fait, mais c'est marrant parce que Dimitri du Studio 43 nous disait pareil. Des fois, les jeunes publics l'invitent à voir des choses que lui n'aurait pas forcément vues. Et finalement, en fait, ce que vous exprimez un peu, c'est que l'échange autour de l'œuvre entre vous et le public entre eux va être limite aussi important que l'œuvre en elle-même dans l'expérience qu'on peut avoir comme ça dans une visite guidée. On est vraiment sur la discussion, on n'est pas là forcément, il y a ce qu'on sait de l'œuvre, il y a ce qu'on sait de l'artiste, on n'est pas là en tant que professeur pendant 1 heure, 1 heure et demie, voilà, vous devez savoir ça sur l'artiste, c'est vraiment un échange et justement, plus il y a d'échanges entre les visiteurs et nous, plus la visite sera agréable des deux côtés. Ok. Et du coup, on va essayer de partir un peu plus dans le personnel. Dans vous. On a besoin de vos numéros de carte. Non, mais vous personnellement, c'est quoi votre rapport à l'art et au musée et aux expos, etc. Et comment vous avez lié ça avec votre métier? Est-ce que c'était une passion? Vous vous êtes dit, je veux faire ça de ma vie, c'est sûr? Est-ce que c'est plus une occasion qui s'est présentée et du coup, vous avez ça à côté? Vous, personnellement, votre rapport à l'art et tout ça, comment ça s'est imbriqué avec votre vie professionnelle? Moi, ça a toujours été ça, puisque j'ai toujours voulu faire des études en art. J'étais en terminale littéraire, option art plastique, où je faisais 7 heures d'art plastique semaine. Après, je me suis engagé dans une école d'art pendant 5 ans, donc j'ai fait les Beaux-Arts de Dunkerque. J'ai bifurqué pendant quelques années dans l'enseignement en tant que professeur d'art plastique en collège. Puis après, je suis revenu dans la médiation, ici au niveau du FRAC. Alors, à savoir, pour la petite sœur, c'est que lorsque j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Dunkerque, j'étais médiateur au FRAC lorsque le FRAC était à Rosendal, donc avant qu'il s'installe ici. Donc ça fait quelques années que le FRAC, on se suit, lui et moi. Voilà. Et c'est quelque chose qui te passionnait vraiment? À quel moment tu t'es dit, là c'est sûr, il faut que ça soit mon métier, quoi? C'était par rapport à l'expression, par rapport à cette idée de pouvoir, on parlait tout à l'heure, générer des émotions, pouvoir parler par un autre médium que l'écrit ou la parole. C'est l'effet de s'exprimer par l'art que je trouvais très, très intéressant. Ok. Et toi, Camille? Moi, du plus loin que je me rappelle, je crois que j'ai eu la chance d'être née avec des parents qui m'ont beaucoup amenée au musée quand j'étais plus jeune. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé... j'ai eu un rapport à l'art très tôt, même dans le milieu scolaire. En fait, c'est aussi beaucoup mes premiers souvenirs de musée, c'est ça, c'est mes profs qui m'amènent au musée, notamment Madame Godon, ma prof de CE2, qui m'amène dans tous les musées. Ouais, gros big up, Madame Godon. Elle nous écoute. Madame Godon nous écoute. Et je l'embrasse. Mais elle nous avait emmenés partout. Moi, j'ai grandi en région parisienne, donc j'ai eu aussi la chance de fréquenter beaucoup les musées parisiens et de voir plein de choses. Et je me rappelle aussi d'une médiatrice culturelle qui nous avait fait une visite et je suis sortie de cette visite en me disant ok, c'est ça que je veux faire. Je suis rentrée chez moi et pendant 3 mois j'ai fait visiter à mes parents toute ma maison. Je faisais des visites guidées tous les week-ends à 16h de la maison. Voilà, un enfer. Et puis après j'avais un peu oublié cette idée. Puis en terminale, là, quand on nous dit bon, on fait quoi après la conseillère d'orientation, je dis je sais pas, j'aime bien l'histoire, j'aime bien l'art. J'aime bien la politique. J'ai tapé tous ces mots sur Internet et on m'a dit école du Louvre, c'est une école d'histoire de l'art. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, non pas moi une formation plastique, mais une formation théorique d'histoire de l'art. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît du coup toi dans cet aspect-là qui fait te dire que c'est vraiment quelque chose dont tu veux vivre? Moi j'aime beaucoup les gens et surtout l'art contemporain pour moi c'est vraiment un outil de compréhension. J'ai besoin de comprendre les choses et pour moi l'art contemporain c'est un outil de compréhension de notre société. Et donc, je sais pas, moi j'ai besoin de discuter. Ça m'aide déjà même dans le perso à mieux comprendre ce monde de zinzin dans lequel on vit. Donc, j'avoue que c'est un peu, je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Et à l'origine, moi je voulais plutôt être conservatrice d'œuvres d'art médiévales. Ok. Voilà. Donc tu défendrais les œuvres avec une épée. Exactement, c'est ça. D'où le troll ball dans le hall la dernière fois, c'est ça? Ah ouais, j'ai découvert le troll ball il y a genre 1 semaine. C'est passionnant. Et, bientôt podcast sur le troll ball d'ailleurs. Non. Pendant un match de troll ball et on le commente. Ouais. Génial. Allez, dingue, on en parle après. Dingue. Me voilà.
Ok. Je sais pas si ça répond, mais. Si, mais complètement, c'est ce que on cherchait à savoir de vraiment au niveau de vos valeurs, ce que vous retrouvez comme valeurs personnelles dans votre métier grâce à l'art et à la culture. Mais c'est pas quelque chose qui peut un peu faire peur parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce cliché et puis même moi je l'observe en ayant des amis qui travaillent dans la culture déjà. Bon après c'est différent, mais il n'y a pas une incertitude sur le fait de pouvoir en vivre et de pouvoir développer ça. Bah, moi, mes parents m'ont laissé aller dans cette voie parce que c'était soit ça, soit du théâtre. Oui. Donc ils m'ont dit bon, à choisir entre la scène ou les musées, va dans les musées. Mais ça fait peur et c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément des métiers faciles. C'est des métiers où on va vous dire comme beaucoup d'autres, c'est des voies bouchées entre guillemets. Qui ont on mauvaise les choisit. réputation. Moi, c'est ce que m'avait dit la conseillère d'orientation au collège en disant. Il y a trop de monde, garage, il y a pas de poste. Et puis surtout, ce qui fait peur, c'est qu'il y a de moins en moins d'argent dans ce milieu-là. Parlons-en. Et donc effectivement, ça fait peur ces métiers de la culture et l'avenir de ces métiers de la culture, mais on y croit et on sait je donne tellement de sens en ce que je fais que je me dis allez, j'y crois, on y va. Enfin, si on n'y croyait pas, on serait peut-être plus là, mais on se dit ça dans 10 ans, ça se trouve je serais complètement ailleurs, mais là j'ai envie d'y croire, qu'on va y arriver, mais il y a des postes qui sont tout à fait il y a beaucoup de précarité dans ce milieu-là, mais il y a des postes qui le sont moins, et quand on fait une licence d'histoire de l'art, on s'imagine pas ou d'art plastique, mais on s'imagine pas tous les métiers qu'il peut y avoir derrière. Alors comme par exemple, moi j'ai des copains qui ont fait de l'histoire ou de la philo. C'est rassurant parce que c'est classique, c'est des matières qu'on a depuis le collège-lycée. Pourtant, il n'y a pas plus de débouchés. Alors que nous, on se rend compte que dans le milieu de la culture et des musées, il y a 1000 métiers, quoi. Il y a le nôtre, celui de la médiation, il y a tous les métiers qui s'occupent de la collection, il y a plein de métiers, quoi. Donc en fait, c'est pas le milieu le plus facile, c'est pas le milieu qui rémunère le mieux, mais on s'amuse quand même beaucoup. Et vous faites de l'art à côté ? Enfin, est-ce que vous faites de l'art à côté ? J'en ai fait. J'ai eu un petit peu de mal justement à négocier ce virage étudiant en art et enseignant. Et je trouve que travailler dans un centre d'art, en ce qui me concerne, moi, ça modifie un peu mon regard. Je suis tellement, je trouve, dans l'analyse parfois des œuvres que j'ai du mal à revenir sur une pratique artistique personnelle. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai du mal à faire cette bascule entre les deux. Ok, c'est marrant, Benjamin des 4 Écluses disait pareil, il a du mal à profiter d'un concert maintenant dehors parce qu'il est tellement sur l'aspect technique et repérage, etc. Ah mais c'est un enfer, moi un musée, je regarde tous les cartels, ce qu'on appelle les cartels, c'est les petits textes à côté des œuvres. Moi je regarde tout, je suis en mode ça c'est mal fait, ça c'est trop loin, ça on comprend pas, ça trop haut, une personne en fauteuil roulant. On a tendance à être hyper... Ça, une personne en fauteuil roulant, elle pourrait pas le voir. Ça, c'est... Ou alors c'est très très bien, faut qu'on le fasse chez nous, mais on n'a pas les... Enfin, c'est plein de... Effectivement, c'est difficile. On regarde même plus les œuvres, on regarde les panneaux. Mais voilà. Moi, aucune pratique artistique, par contre. Un bonhomme bâton, c'est énorme déjà. Une belle perf pour moi. L'aspect théorique et pas pratique. Exactement. Mais c'est complémentaire. Un choix, mais pas que. Une obligation aussi de vie. Voilà. Et toi, Coco, comment tu combines ta passion pour l'art et ta vie pro ou tes projets perso ? J'ai toujours dessiné depuis que je suis petite. Puis j'ai commencé un peu la vidéo. En fait, je fais beaucoup de vidéos, de peinture, de dessins, d'illustrations. Enfin, je suis un peu dans tout ça finalement. Et vous, les amis, la place de l'art dans votre vie et dans votre carrière professionnelle ? T'as pas envie d'en parler ? Bah, je t'en prie. Ouais, mais lui, il va en parler 45 minutes. Donc, bah, écoute, professionnel en tant que tel, actuellement nul, à part dans la composition de mes salades. Mais parce que je travaille dans un salade bar, c'est ça la vanne. Non, j'aurais. En fait, moi, je sais pas où je vais avec cette phrase. J'ai fait littéraire. J'ai toujours été intéressé par l'art. Quand même si je chie sur l'art contemporain depuis tout à l'heure. Faut pas croire que. Ouais, je trouve aussi. Une belle œuvre, mais j'ai pas fini. Et donc j'ai toujours été intéressé par l'art. J'ai fait une licence random à Lille 3, mais derrière je me suis pas mal intéressé à toute forme d'art, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit l'art plastique. Et ça m'a fait changer de voie et partir dans la licence Infocom Culture Média.
parce que on me l'a vendu comme une licence qui, pareil, traite de tout type d'art possible, que ce soit littérature, musique, enfin vraiment on a tout étudié. Donc c'était super intéressant et par contre est venu le moment de se dire est-ce que j'en fais un choix de carrière ou pas. Et là, je suis encore. Ça fait 3 ans que j'y réfléchis. Donc voilà. À côté de ça, vie professionnelle, oui, non, j'ai pas. Enfin, ça n'a pas tant un impact sur ma vie professionnelle. Mais dans mes loisirs, moi, je suis fort porté sur la musique, donc je consomme énormément de musique, je consomme énormément de films, je consomme énormément d'art. J'ai très soif, j'arrive pas à parler. Ça n'aime pas le mot consommer. Non, l'art, ça se consomme pas. Écoute, ça se ressent. Voilà. Hyper tactile. Il a envie de m'embrasser aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Et toi, Swan? Moi, comme Félix, du coup, j'ai fait la même licence que lui, donc d'un culture et média. Effectivement, ce qui est intéressant avec cette licence, c'est que tu vois un peu tous les, on va dire pas les métiers, parce que je trouve que ça se précise pas trop à ce niveau-là pour cette licence. Mais tu vois un peu tous les types d'art. Donc, on a vu effectivement théâtre, littérature, cinéma, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, la culture, etc. Et je me suis dit que, moi j'étais déjà intéressé un peu par tout ça, et je me suis dit que j'allais pousser un peu plus là-dedans, et du coup j'ai fait un master direction de projet culturel, où justement là j'ai pu un peu plus me spécialiser et préciser un peu les métiers qui étaient disponibles pour cette branche. Là actuellement je suis en recherche d'emploi. Et donc c'est intéressant parce que tu vois tout à l'heure tu parlais de précarité, etc. de ce milieu. Toi tu parlais peut-être, en tout cas dans le domaine de la culture, c'est vrai que c'est un milieu qui est extrêmement précaire, pas très bien payé non plus, mais on va dire qu'il est un peu plus cool que les autres. Au niveau de ma vie, au niveau de mes passions, c'est quelque chose qui est très important pour moi, la culture et l'art en général. Par contre, là je suis vraiment en train de remettre un peu en question ce choix de carrière. Parce que là, actuellement, ça fait 6 mois que j'ai terminé mes études, que je cherche justement un emploi dans ce milieu-là. Et en fait, je me rends compte que c'est extrêmement dur. C'est extrêmement précaire. C'est la guerre pour des places. Ce qui fait que du coup, je me dis que finalement, l'art et la culture, c'est peut-être quelque chose que je ferai à côté. D'un point de vue soit associatif, soit des projets personnels. Mais dans pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, le milieu culturel et artistique, en tout cas en France, et surtout avec là, il y a eu une réforme, en tout cas un budget qui a été voté il n'y a pas longtemps, qui précarise encore plus le milieu. Qui précarise encore plus le milieu, et ce qui fait que du coup moi j'avoue que j'ai totalement perdu espoir. Mais c'est un mot peut-être un peu lourd et violent, mais il faut des sacrifices. Moi je sais que je suis pas dunkerquoise d'origine, et si j'avais voulu travailler dans l'endroit où j'ai grandi et où j'ai vécu toute ma vie, j'aurais peut-être encore aujourd'hui pas de travail. C'est que j'ai dû faire ce sacrifice de me dire ok, je bouge. Et donc moi ma carrière elle a commencé à Avignon, après je suis partie à Lyon, je suis retournée à Paris, je suis partie à Tours, et là je suis à Dunkerque. Si je m'étais pas dit je m'autorise à bouger, je pense que pareil aujourd'hui je serais en... et du coup tu te dis faut que je fasse des choix, quoi. C'est mon métier ou là où je vis ou un salaire, et donc oui c'est du sacrifice, et c'est pas cool. Oui, non mais je suis d'accord, mais j'en ai justement, tu vois, par mon parcours j'ai aussi justement fait ce sacrifice, tu vois. J'ai fait mes différents stages, j'en ai fait un à l'étranger, et j'en ai fait un à La Rochelle. Donc du coup j'ai bougé justement, donc j'ai pu voir un peu tout ça d'un autre point de vue, et en fait je me suis rendu compte que peut-être que j'étais pas prêt à faire ce sacrifice là, parce que je me sentais pas bien. C'est à la fois une passion, mais qui en même temps fait que ça implique tellement de choses derrière, qui fait qu'en fait ça m'intéresse pas totalement, quoi. Voilà. Merci. Et toi? Oui. Moi c'est un peu ce que j'ai fait. Si j'avais fait exactement ce que je voulais après le lycée, j'aurais fait une école de théâtre ou quelque chose comme ça, ou bosser dans la radio ou dans moins le journalisme, mais de par aussi beaucoup l'éducation que j'ai reçue et ce qu'on m'a dit, j'ai un peu suivi plus la voie classique. Moi de toute façon j'en ai déjà parlé dans les épisodes, mais c'était je voulais faire L, on m'a dit t'as des bonnes notes en maths, fais pas L, c'est du gâchis. Je déteste les maths, je suis nul à chier en maths, donc j'ai fait S, mais j'aimais bien les sciences, mais sans plus. Et du coup, après le bac, on m'a dit fais une prépa. Donc en fait, j'ai un peu suivi ce qu'on m'indiquait de par mes notes et par. Mais alors qu'en soi, en S, en prépa, j'avais des bonnes notes en français, en anglais, dans les matières littéraires. Les maths, j'étais une
une quiche totale. Je suis toujours nul en maths, je déteste ça. Du coup, j'ai plus développé ça à côté. C'est ce que tu disais. Moi, c'est faire le podcast à côté ou faire des choses culturelles dans le milieu associatif que j'aime bien. Faire des courts-métrages aussi. J'ai fait des courts-métrages avec des amis à côté, etc. Mais je sais que c'est quelque chose dont j'ai pas choisi de faire mon métier. Voilà, par choix, j'ai pas fait ce sacrifice-là. Je sais qu'après, c'est quelque chose. Enfin, j'ai quelqu'un qui était dans ma classe au lycée qui est parti faire une école de théâtre. Et là, aujourd'hui, il est dans une troupe. Il tourne un peu en France et ils font des textes classiques et tout, etc. Moi, c'est ce que j'aurais adoré faire, mais j'ai pas eu le courage entre guillemets de le faire ou de dire aux personnes qui m'orientaient, bah non, moi, je m'en fous. Je vais quand même faire ce que j'ai envie de faire. J'ai beaucoup suivi ce qu'on m'a indiqué. Mais du coup, j'ai trouvé à travers le podcast, à travers toutes les activités que je peux faire à côté, le moyen de quand même garder ça. Mais tout en trouvant quand même du sens dans mon travail. Moi, je travaille dans l'environnement, donc ça a quand même du sens. Je pense qu'on peut pas faire un métier 35 heures par semaine où ça a aucun sens, ou même pas un petit peu de sens, surtout que je travaille en asso, donc dans le milieu associatif, c'est beaucoup dans les valeurs aussi. Donc moi, je suis plutôt sur ce mode de fonctionnement-là. Et du coup, on a une dernière double question un peu. Pour finir pour vous deux, du fait de travailler au FRAC, quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre métier ou dans le fait de travailler dans une structure comme celle-ci pour la faire subsister au quotidien, et aussi quel est votre plus beau souvenir lié à votre métier et au FRAC, pour un peu conclure là-dessus. Ouais, vaste question. Les difficultés, c'est parfois, je dirais, peut-être le travail de chargé de médiation, de médiateur qui n'est pas vraiment reconnu. On a souvent des visiteurs qui, moi je suis beaucoup plus âgé que mes collègues, mais qui parfois nous prennent pour des étudiants ou en disant, bon, c'est un petit job que vous faites comme ça à côté. Et vous, mademoiselle, voilà, vous êtes en stage de combien de temps? C'est ça. La médiation, c'est un travail, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. On trouve plutôt essentiel aussi, justement, pour accueillir les publics et expliquer les expositions. Ouais. Puis la difficulté, c'est ce qu'on se dit depuis le début, c'est le rejet de l'art contemporain. Je pense on a parfois, nous on est quand même en front office, comme on dit ici chez nous au FRAC, c'est-à-dire qu'on est devant public et des fois on a de la colère, qui est complètement légitime, mais j'ai payé mon entrée et je vois un monochrome blanc. Ou un miroir qui m'a choqué. Voilà. Ou un miroir dégueu. Et donc effectivement, nous on se heurte parfois à des émotions qui sont de la colère. Et donc ça, c'est, je dirais, pour moi, la principale difficulté, c'est parfois de réussir à temporiser aussi un petit peu les réactions qui peuvent être vives. Reconnaissance. Et puis, on le disait, le milieu de la culture, il souffre aujourd'hui d'un manque crucial de moyens. Moyens humains et moyens financiers qui, on va le dire, on est honnête, dans ce podcast, on se dit tout, pas de tabou. On manque cruellement de fonds et on n'est pas aidé. Là, vous l'avez peut-être vu, allez, on parle un peu d'actu, mais le Pass Culture, qui est un outil qui aide à la fois les jeunes et les enseignants à pouvoir financer des sorties scolaires ou des sorties tout court au musée, a été coupé suite du coup au vote du budget. Et donc aujourd'hui, on a aussi des inégalités qui se renforcent. Ces établissements qui veulent venir en sortie scolaire et qui habitent au centre de Dunkerque, qui peuvent venir très facilement. Il suffit de prendre le bus, ils sont gratuits et puis on arrive. Et de toute façon, c'est des établissements qui peuvent avoir le moyen de payer une sortie scolaire. Quand nous, on veut aller toucher des étudiants ou des élèves de zones prioritaires et de quartiers plus éloignés, qui doivent se payer un bus, qui doivent financer la venue au FRAC et qui a plus ce Pass Culture, c'est compliqué. Mais du coup, parce que le Pass Culture, c'est quelque chose qui est très récent. Je cautionne pas du tout sa suppression, machin, pour le coup. Mais du coup, est-ce que, comparé à avant, qu'est-ce que ça change en termes de fréquentation et tout? Enfin, tu vois, par exemple, les sorties scolaires, elles étaient financées autrement aussi avant que le Pass Culture. Parce que c'est quoi ça a 5-6 ans, même pas, le Pass Culture? 6-7 ans, ok. Enfin, moi, j'en ai bénéficié en étant... Ok, moi, j'étais déjà trop vieux. Mais oui, est-ce que du coup il y a vraiment quelque chose qui vient remplacer ça du coup? Depuis qu'il a été supprimé. Enfin, là, oui, j'imagine qu'il n'y a rien qui vient le remplacer. En termes de fréquentation ou en termes de financement, tout soit nous, il y a des établissements, des institutions culturelles autres qu'à Dunkerque, mais qui ont du coup fait le choix de dire, nous on va tout rendre payant, enfin tout rendre gratuit justement pour militer contre cette suppression du Pass Culture et éviter les renforcements des inégalités. Donc voilà, donc c'est encore un sacrifice de notre part parce que sinon c'est les établissements qui doivent payer de leur poche, mais sauf que
l'éducation nationale et les établissements, eux aussi, ils ont de moins en moins de moyens. Donc en Du coup, fait, avec l'arrivée plus du pass personne. culture, il y avait eu une augmentation quand Nous, même. nous j'ai pas les chiffres et je suis pas référente des scolaires, mais effectivement, on voit que la plupart des sorties, et comme on le disait, nous, on a un ADN de diffusion et on est nomade, ce que je disais. Nous, notre collection, on la sort des murs, on la prête parfois aux établissements. Donc, c'était une autre manière aussi de rendre notre collection accessible. C'était de prêter une œuvre dans un collège, c'était de venir avec, là, on a quelques œuvres juste à côté de nous qu'on peut amener pour une journée dans les établissements. Bref, tout ça, c'est un coût. On se déplace, il y a des valeurs d'assurance d'œuvre, etc. Donc, on demandait une participation des établissements et on remarquait effectivement ces dernières années que la plupart de ces interventions-là, elles étaient financées par le Pass Culture. Voilà, c'était un vrai outil, tant pour nous, qui nous permettait de justifier les coûts, et pour les établissements de payer sans... plus facilement. Enfin, c'était plus facile de vendre un projet au directeur d'établissement quand on lui dit que c'est pas lui qui va payer. Donc voilà. Parce que là, actuellement, le FRAC, vous êtes financé par la région, le département. Nous, on est le FRAC Dunkerque est une association. On est une association, mais on est FRAC a un très fonctionnement particulier, complètement effectivement. On est quand même très très lié. On est très subventionné. Enfin, très subventionné. On est subventionné et on est pas trop, hein, pas trop. non, on est subventionné. On répond d'un accord État-région. Donc effectivement, on a des subventions régionales et des subventions nationales. Qui ont baissé cette année aussi pour vous. Qui ont baissé cette année, oui. On est là. Voilà. Et votre plus beau souvenir, peut-être, pour une touche un peu... La suppression du pass Plus beau souvenir, il y en a beaucoup. Ce podcast. Non, peut-être revenir sur des... Oui. On peut dire ça. Non, mais ça, comme je disais, je travaille beaucoup avec les publics en situation de handicap et il y a un groupe d'enfants qui ont des problèmes de mobilité, dont un enfant en fauteuil roulant qui était venu, en fait, ici. On avait fait une restitution d'atelier avec l'école, et le papa qui était en pleurs de voir son fils qui faisait la visite guidée. Voilà, ça dépasse le côté artistique, c'est le côté humain, et j'ai même l'ADN même de notre travail, c'est cet échange avec les publics, et parfois des publics qui nous émeuvent, qui nous embarquent un peu dans leur histoire, quoi. Ouais, carrément. Oui, moi aussi, j'aurais peut-être dit, effectivement, mais j'ai travaillé au FRAC Île-de-France aussi avant, et on faisait beaucoup d'interventions avec les hôpitaux de Paris. Et ouais, j'avais aussi envie de dire que c'était ce moment d'une fois où on est, nous, sortis des murs pour aller directement voir les jeunes en hôpital de jour. Et ouais, petite dédicace encore, parce que j'en fais beaucoup, mais à Franck. Franck, un petit garçon en fauteuil. Petit garçon en fauteuil qui m'a beaucoup marqué, ouais, qui tu sens que là tu sens l'impact de ton travail tout de suite, quoi. Et l'importance de ce que ça tu fait fais. du bien. Ouais. T'es là en mode OK, je sers un peu à quelque chose. Et ça donne l'espoir que la culture peut-être sert encore un peu à quelque chose. Mais la culture est-elle essentielle ou pas ? C'est la nouvelle question du podcast. Que dit Macron ? Non. Ok, bah merci. Est-ce que Dom, tu dois partir, ou est-ce que tu peux rester pour les recommandations ? Je vais peut-être redescendre, oui. Je vais vous laisser. Ouais. Je vais vous Le laisser. lâcheur. Je vous lâche. Merci Dom d'avoir participé à ce Je vous en podcast. Merci, à Dom. toi. À très bientôt. S'en va comme un prince. On passe aux recommandations culturelles. Vous pouvez recommander, selon combien vous en avez, vous pouvez recommander une série, un film, un documentaire, une pièce de théâtre, un musée, un endroit, une expo. N'hésitez pas. Qui a en premier commence ? Moi, je les ai, si vous voulez. Bah vas-y, commence, ouais. Et je vais recommander 3 choses rapidement. Un peu, c'est pas très niche, donc je pense que tout le monde l'aura vu, mais je Van viens de Gogh. faire l'art. La saison 2 de Bref, voilà, je me la suis faite en une après-midi. Ah ouais. Elle est vraiment très cool, elle m'a beaucoup ému, et ça se voit qu'ils ont beaucoup plus de moyens. C'est de quoi je parle, ce mec qui l'a regardé aussi. Voilà, ça se voit qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour réaliser les envies qu'ils avaient. Donc elle est vraiment très cool, elle m'a beaucoup touché sur beaucoup de thèmes de la famille aussi, notamment des relations, etc. Donc je la recommande vivement. Je recommande d'aller voir les expos du Tripostal à Lille, qui est un des endroits où je suis allé voir le plus d'expos. Je vais pas en voir souvent, mais j'y suis allé déjà plusieurs fois. Et ils ont des expos qui durent en général 6 mois, quelque chose comme ça, 6-7 mois. Et c'est toujours intéressant. J'en avais vu une sur les vivants, donc voilà, sur les êtres vivants un peu en rapport avec l'environnement, etc. C'était très intéressant. Donc c'est au Tripostal à Lille. Ce n'est plus cette expo-là actuellement. Ça a changé, c'était il y a genre 2 ans, mais voilà, ils ont toujours des expos
qui durent un petit moment et qui sont sympas. Et un livre qui s'appelle Vers la beauté de David Fuenquinos, si je ne me trompe pas sur ce nom. Et du coup, c'est un peu en rapport avec ça parce que c'est un mec qui est prof à l'université de Lyon, qui a un poste assez bien assuré et tout. Et d'un coup, il décide de tout quitter pour pour travailler dans un musée au Quai d'Orsay et juste être les gars qui surveillent. Qui surveillent les œuvres et qui sont assis dans les musées. Et on découvre derrière toute une histoire de rupture, de pourquoi il a dû partir, etc. Et c'est très intéressant. Et c'est un livre qui m'a beaucoup secoué. Il y a des passages assez durs à lire et ça m'est rarement arrivé devant un 8-8 par exemple. Donc voilà, je recommande ce livre-là. C'est tout pour mes recommandations. Je suis allée voir un film au mois de décembre que tout le monde connaît. J'ai été voir L'amour ouf. Non, vraiment, c'était un très beau film. Et vu que ça a été tourné aussi à Dunkerque, pas mal de plans. En fait, j'ai reconnu au début, je n'avais pas trop fait attention. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte, on s'est dit, mais ça, c'est pas à Lille, genre. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était vraiment 3/4 du temps tourné ici. Et j'ai reconnu pas mal d'endroits, notamment au niveau du port. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce film. Et encore hier, en fait, c'est par période. Je l'ai vu au mois de décembre, je l'ai vu qu'une seule fois. Et j'ai arrêté un peu de m'y intéresser. Mais là, je m'y suis réintéressée hier. En fait, du coup, je suis un peu à fond sur ce film. Du coup, il faudrait que je le re-regarde. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Merci. Camille, est-ce que tu as tes recos ? Mais moi, ça va être pompeux de ouf, en vrai. Mais vas-y, hein. Non, moi, c'est surtout des lieux d'un peu de la région. Moi, je suis toute nouvelle ici, donc je découvre. Et je conseille beaucoup le Frénois à Tourcoing. Bon, là, l'exposition est terminée, mais elle était super. On reste un peu dans l'art contemporain, mais le Frénois, c'est un lieu à la fois centre d'art, lieu de formation, voilà, autour des arts numériques et visuels, donc beaucoup la vidéo, le son. Il y avait une super expo là dernièrement. Alors j'ai mes notes parce que le titre est long. Toute ressemblance avec la réalité n'est pas une pure coïncidence. Et c'était une super expo où on retrouve beaucoup de VR. On montre que le jeu vidéo est un art contemporain. Donc c'était vraiment un très chouette lieu. Et si on aime le spectaculaire et les œuvres qui sont très visuelles, pour le coup, le Frénois, très très chouette. Un documentaire que j'aimerais recommander, c'est pareil, toujours art contemporain, mais je ne vis que de ça. Toute la beauté, le sang versé, on peut le retrouver sur Canal. C'est un documentaire qui retrace non pas la carrière artistique d'une artiste qui s'appelle Nan Goldin, qui était photographe, mais sa carrière militante. Voilà, c'est une artiste un peu underground qui a évolué dans les années 70-80, dans les milieux queer, underground des États-Unis, etc., qui a perdu beaucoup de proches du sida, d'overdose, etc., et qui aujourd'hui milite contre le lobby pharmaceutique des opioïdes. Et donc, c'est un très beau documentaire qui montre aussi que l'art contemporain, c'est souvent des engagements de vie. Et, voilà. Et un petit big up aux copains du Studio 43 que moi, je découvre depuis quelques mois là et que je remercie pour leur belle programmation et pour toutes ces séances ciné-débat et autres qui nous font du bien. Voilà. Et, voilà, petit coucou aux copains. On espère qu'on retrouvera les trois structures autour d'une table pour un dernier épisode à un moment. Ça serait bien. Quant à moi, quelques artistes quand même que j'apprécie. I can't sleep. Claude Monet, non. Des artistes que je kiffe plutôt bien et qui, je pense, ce qu'ils font s'approche de l'art contemporain. T'énerve pas, hein, c'est pas. Je vais casser quelque chose. Une artiste qui s'appelle Tamaya Sapé Triomphe, qui qui travaille énormément qui travaille même pas énormément, elle travaille que sur le carton. Ça m'a fait penser à ça, du coup, à tout ce que vous avez. Mais elle réalise des œuvres assez. Non, mais parce que j'ai vu du carton et j'ai fait, ouais, ok, du carton. Wow. J'ai ils déménagent ou quoi ? Ils font une manif ou quoi ? Non, mais du coup, elle travaille beaucoup sur la question de matière, de support d'art. Donc, elle fait des œuvres parfois énormes, mais c'est souvent aussi en collaboration avec. Soit une structure, soit un des public. ménageurs bretons. Exactement, elle avait fait ça avec à Lidl aussi, elle avait récupéré le carton. Ouais, et non, mais donc voilà, elle avait, je sais qu'elle avait refait une expo à FIP Radio où elle avait refait tout un studio de musique en carton. Elle avait collaboré avec tout un groupe de jeunes publics pour faire un sous-marin géant en carton.
qu'ils avaient conceptualisé eux-mêmes. Et elle avait fait un truc que je trouvais très intéressant. C'était un musée de proximité où elle avait du coup invité toutes les personnes qu'ils souhaitaient à amener leur œuvre qu'ils avaient fait eux-mêmes et l'exposer dans un musée. Je crois que c'était à Bruxelles. Et donc je sais qu'elle tourne pas mal à droite à gauche en France et c'est super intéressant ce qu'elle fait. Et un autre artiste que je kiffe plutôt pas mal qui s'appelle Prosper Lego, je crois. Et Lego, qui fait en fait, il travaille aussi beaucoup sur les comment dire, je perds mon mot, les enseignes de magasins, les néons. En fait, il récupère des néons qui sont sur des enseignes, des machins, et il en crée un amas qui s'illumine du coup, tout un amas d'enseignes, de logos, de machins. Donc visuellement, en fait, je trouve que ça remet en question comment dire putain, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est ouf, c'est le moment où je dois en parler. Il remet en question la saturation visuelle qu'on peut avoir par moment et tout. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et je trouvais ça super intéressant et surtout, c'est très très visuel pour le coup. Voilà. Un documentaire Off the Record de Laurent Garnier, donc qui retrace l'histoire de la musique techno et de la carrière de Laurent Garnier, qui était très intéressant, qui est dispo sur Arte encore une semaine, je crois, donc faut y aller très vite. Sur YouTube, ouais. Et deux photographes que je kiffe beaucoup, François Prost, qui prend en photo, qui a sorti plusieurs bouquins photos. Il a sorti Love Hotel récemment, il a sorti After Movie et Club Ivoire. En fait, il prend en photo des devantures de boîtes de nuit ou de bâtiments qui paraissent surréalistes ou alors qui paraissent datés. Par exemple, le Macumba bref, dans le coin là. Ça a été tourné, L'Amour Ouf. L'Amour Ouf, exactement. Et genre tous des clubs ou des boîtes ou des lieux. Les Love Hotels, c'est des hôtels un peu olé olé au Japon. Et il en fait, il arrive à je sais pas où je vais avec cette phrase. Je l'ai dit. Bref, donc voilà. Elle est longue. Elle est longue. Oui, bah désolé. Je suis pour une fois que je suis inspiré. Le fait qu'il en donne 50 il en prend 2 et juste il les Non, mais là c'est sa 4e recours. 5e. Et du coup, le travail de Guillaume Blot sur le bouquin photo RAD, où il est allé prendre en photo les RAD, les PMU, les bars oubliés dans les villages un peu partout en France, et prendre en photo le quotidien de ces bars, et donc toute cette culture des RAD qui est en train de se perdre. Et donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je vous libère. je crois. Bien sûr. Je casque drop. Ok. Moi j'en avais mais je les ai oubliés tellement c'était long. Ouh. Ouais. Non, moi je vais parler de pas d'art en particulier, mais plutôt d'un quelqu'un qui parle d'art. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, on a même parlé sur l'horreur, c'est Alt236, donc qui est un vidéaste youtubeur qui s'appelle Quentin Boéton et qui parle beaucoup d'art, surtout dans des univers un peu horrifiques, gore et cauchemardesques, on va dire. Mais il est arrivé de faire des vidéos sur l'art contemporain et sur l'art classique ou l'art moderne. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup d'univers horrifique et qui montre qu'il y a de la beauté aussi dans ce genre d'univers, qu'il y a de la poésie aussi. Et voilà. Non, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai pas envie de détailler plus, c'est que c'était trop long. Merci. Eh ben écoutez, merci. C'est l'instant autopromo Frac et Collyric. Est-ce que vous avez des choses à annoncer, des choses à dire? Qu'est-ce qui arrive Pour l'actualité du Frac, nous on a réouvert là il y a 2 semaines maintenant. On était fermé pour des raisons techniques. Les vacances. On peut dire ça. Ça nous permet de prendre nos congés, de travailler un petit peu sur nos ordi pour ce qui est des chargés de médiation, et puis de faire une régie technique de tout le bâtiment qui est quand même important. Mais donc là on a réouvert. Vous pouvez évidemment faire comme moi, aller sur l'agenda du site du Frac pour voir un petit peu tous les prochains ateliers qui sont proposés. On a une petite nouveauté là depuis l'ouverture, c'est qu'au 4e étage on n'a pas d'exposition.
Mais on ouvre ce qu'on appelle le chantier de collection. On est les musées de France sont obligés tous les 10 ans de faire un inventaire, un bilan de santé de leur collection. C'est de l'argent public, donc il faut pouvoir localiser les œuvres d'art, savoir si elles sont bien inventoriées, bien archivées, bien en forme. Nous, on n'a pas d'obligation vu qu'on est une institution un peu différente, mais on a des recommandations du ministère de la Culture qu'on écoute parce qu'on est c'est quoi ça parce qu'on est des bons élèves. Et du coup, bizarre, des fantômes de la ALAP2. Philippe Mest. Mais du coup, au 4e étage, en ce moment, on donne à voir au public ce chantier de collection. On sort toutes nos œuvres. Là, on est parti pour je pense, 2-3 ans de travail où on sort toutes les œuvres. On en a plus de 2000, on l'a pas dit, mais dans la collection. Et donc, tout sort et tout est vérifié sur pièce et sur place pour voir que tout va bien, que l'argent de vos impôts est bien géré. Je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ici, mais voilà. Ils ont une Jaguar ici. Ouais, c'est l'œuvre la plus grosse du FRAC, effectivement. Notre monte-charge a été pensé pour cette Jaguar. On nous a demandé, les architectes ont demandé quelle était l'œuvre la plus grande, non démontable, et c'est une Jaguar. Donc, elle est au 4e étage. Mais voilà, donc on a ce grand chantier de collection où nos équipes autour de la collection vérifient que la collection va bien. Et nous, médiateurs, on invite les publics tous les jours d'ouverture, donc du mercredi au dimanche, à nous rejoindre à 17h pour qu'on puisse leur faire découvrir un peu les secrets de cette collection et de cet espace qui, autrement qu'avec nous, n'est pas ouvert et n'est pas visible. Donc voilà, rendez-vous à 17h pour ces visites-là. Et le reste, je vous laisse aller voir sur le site. C'est pas très pro ce que je fais, mais beaucoup de choses en ce moment, vu que c'est les vacances, des ateliers pour enfants, des parcours musicaux pour les tout petits, et puis chaque week-end des visites ouvertes à tout le monde pour avoir la chance de découvrir le FRAC avec Dominique, Alice ou moi. Voilà. Très bien, merci. Ça veut dire le gros boulard, la chance d'avoir de. Bon, voilà. Ça veut dire que si vous voulez voir le miroir de sperme, il va être ressorti. Non, mais je vais demander à la direction. Et on mettra un de nos stickers dessus en plus. Coco, l'autopromo. Je vais commencer par parler de mon père qui est dans un groupe de musique. N'hésitez pas à aller voir le groupe Amnésique. Extrait. Je réalise des illustrations pour le podcast de ma sœur. Extrait. Qui s'appelle La cabane de l'horreur, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Les sièges sont raides, la moquette au sol est collante. Je m'assois au fond, dans un coin, et attends. Et sinon, de mon côté, j'ai ouvert récemment une chaîne YouTube où j'ai posté du coup le vlog de Feldup. Et qui serait un peu une chaîne à la fois vlog, un peu petit court-métrage, un peu introspection, etc. Ok, bah on retrouve tout ça en description de toute façon. Donc on va aller visiter le FRAC. Merci. Merci d'avoir participé. Merci la team écolérique. Vous voulez venir devant la caméra comme à chaque fois? Ouais. Allez Lauré, tu vis pour les caméras. Mais ouais. Qu'est-ce qui brille? Il shine. Pour les caméras. Merci la team écolérique de nous avoir filmé. Streamer la table, montage super, 40 minutes de freestyle avec des rappeurs au top. Quelle caméra faut regarder? Ah ouais, tu regardes les caméras, toi. Avec la table de mixage du podcast et les micros du podcast qui ont servi pour ça. Toujours des idées noires dans le crâne qui me surviennent quand je suis seul intégré dans le tram. Capuché, je sais que je suis ce gamin qui sonnera l'alarme. Merci à vous d'avoir participé. Un grand merci à vous. J'espère que vous avez apprécié. C'était très chouette. Vous avez réalisé un de mes rêves. J'espère que Dom il a apprécié aussi. J'espère que Dom a bien aimé. Je suis Moi sûre aussi il que s'est oui. cassé, mais bon. Dom. Il a soufflé. Donc Aurélien paraît son œuvre. Allez, on parle plus dans les micros, on s'en fout. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à vous abonner au podcast en nous, à nous faire des retours, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous suivre sur les différents réseaux et à nous faire des suggestions, des retours sur les épisodes. Ça nous fait toujours plaisir. Merci d'avoir participé. Merci. Merci mes chers co-hosts de m'avoir co-hosté pour cet épisode. Est-ce que un petit mot pour la fin peut-être? Embrasse-moi Félix. Oh putain. Vous avez un petit mot pour la fin? T'as pas de mots toi? T'as une question carrément? Du coup, le sperme sur le miroir. Aïe, il aïe, ressemble à aïe, quoi? ouais, on va finir là-dessus. Allez, bye. Merci.